Nous remontions l'avenue des Champs-Élysées avec le docteur V, demandant aux murs troués d'obus, aux trottoirs défoncés par la mitraille, l'histoire de Paris assiégée. Lorsqu'un peu avant d'arriver au rond-point de l'Étoile, le docteur s'arrêta et me montra une de ces grandes maisons, de coins si pompeusement groupés autour de l'Arc de Triomphe. « Voyez-vous, me dit-il, ces 4 fenêtres fermées là-haut sur le balcon. Dans les premiers jours du mois d'août, ce terrible mois d'août de l'an dernier, si lourd d'orages et de désastres, je fus appelé là pour un cas d'apoplexie foudroyante. C'était chez les colonels Jouve, un cuirassier du Premier Empire, vieil entêté de gloire et de patriotisme, qui dès le début de la guerre était venu se loger aux Champs-Élysées, dans un appartement à balcon. Devinez pourquoi? Pour assister à la rentrée triomphale de nos troupes. Pauvre vieux. La nouvelle de Wissembourg lui arriva comme il sortait de table. En lisant le nom de Napoléon, au bas de ce bulletin de défaite, il était tombé foudroyé. Je trouvai l'ancien cuirassier étendu tout son long sur le tapis de la chambre, la face sanglante et inerte, comme s'il avait reçu un coup de massue sur la tête. Debout, il devait être très grand. Couché, il avait l'air immense. De beaux traits, des dents superbes, une toison de cheveux blancs tout frisés, 80 ans qui en paraissaient 60. Près de lui, sa petite fille, à genoux et tout en larmes. Elle lui ressemblait. À les voir l'un à côté de l'autre, on eût dit 2 belles médailles grecques, frappées à la même empreinte. Seulement l'une antique, terreuse, un peu effacée sur les contours, l'autre resplendissante et nette, dans tout l'éclat et le velouté de l'empreinte nouvelle. La douleur de cet enfant me toucha. Fille et petite-fille de soldat, elle avait son père à l'état-major de MacMahon, et l'image de ce grand vieillard étendu devant elle évoquait dans son esprit une autre image, non moins terrible. Je la rassurais de mon mieux, mais au fond, je gardais peu d'espoir. Nous avions affaire à une belle et bonne hémiplégie, et à 80 ans, on n'en revient guère. Pendant 3 jours, en effet, le malade resta dans le même état d'immobilité et de stupeur. Sur ces entrefaites, la nouvelle de Reichshoffen arriva à Paris. Vous vous rappelez de quelle étrange façon? Jusqu'au soir, nous crûmes tous à une grande victoire. 20 000 Prussiens tués, le prince royal prisonnier. Je ne sais par quel miracle, quel courant magnétique, un écho de cette joie nationale alla chercher notre pauvre sourd-muet jusque dans les limbes de sa paralysie. Toujours est-il que ce soir-là, en m'approchant de son lit, je ne trouvais plus le même homme. L'œil était presque clair, la langue moins lourde. Il eut la force de me sourire et bégaya 2 fois. « Victoire !» Oui, colonel, grande victoire. Et à mesure que je lui donnais des détails sur le beau succès de MacMahon, je voyais ses traits se détendre, sa figure s'éclairer. Quand je sortis, la jeune fille m'attendait, pâle et debout devant la porte. Elle sanglotait. « Mais il est sauvé, lui dis-je en lui prenant les mains. » La malheureuse enfant eut la peine de courage de me répondre. On venait d'afficher le vrai Reichshoffen. MacMahon en fuite, toute l'armée écrasée. Nous nous regardâmes, consternés. Elle se désolait en passant à son père. Moi, je tremblais en pensant au vieux. Bien sûr, il ne résisterait pas à cette nouvelle secousse. Et cependant, comment faire? Lui laisser sa joie et les illusions qu'il avait fait revivre? Mais alors, il fallait mentir. Eh bien, je mentirai, me dit l'héroïque fille en essuyant si vite ses larmes, et toute rayonnante, elle rentra dans la chambre de son grand-père. C'était une rude tâche qu'elle avait prise là. Les premiers jours s'en tiraient encore. Le bonhomme avait la tête faible et se laissait tromper comme un enfant. Mais avec la santé, ses idées se firent plus nettes. Il fallut le tenir au courant du mouvement des armées, lui rédiger des bulletins militaires. Il y avait vraiment pitié à voir cette belle enfant, penchée nuit et jour sur sa carte d'Allemagne, piquant de petits drapeaux, s'efforçant de combiner avec toute une campagne glorieuse. Bazaine sur Berlin, Froissart en Bavière, MacMahon sur la Baltique. Pour tout cela, elle me demandait conseil, et je l'aidais autant que je pouvais. Mais c'est le grand-père surtout qui nous servait dans cette invasion imaginaire. Il avait conquis l'Allemagne tant de fois sous le Premier Empire. Il savait tous les coups d'avance. Maintenant,
voilà où ils vont aller, voilà ce qu'on va faire. Et ses prévisions se réalisaient toujours, ce qui ne manquait pas de le rendre très fier. Malheureusement, nous avions beau prendre des villes, gagner des batailles, nous n'allions jamais assez vite pour lui. Il était insatiable, ce vieux. Chaque jour, en arrivant, j'apprenais un nouveau fait d'armes. « Docteur, nous avons pris Mayence !» me dit la jeune fille, en venant au-devant de moi avec un sourire navré. Et j'entendais à travers la porte une voix joyeuse qui me criait « Ça marche, ça marche ! Dans 8 jours, nous rentrerons à Berlin. » À ce moment-là, les Prussiens n'étaient plus qu'à 8 jours de Paris. Nous nous demandâmes d'abord s'il ne valait pas mieux le transporter en province, mais sitôt dehors, l'état de la France y aurait tout appris, et je le trouvais encore trop faible, trop engourdi de sa grande secousse pour lui laisser en connaître la vérité. On se décida donc à rester. Le premier jour de l'investissement, je montais chez eux, je me souviens, très ému, avec cette angoisse au cœur que nous donnaient à tous les portes de Paris fermées, la bataille sous nos murs, nos banlieues devenues frontières. Je trouvais le bonhomme assis sur son lit, jubilant et fier. « Eh bien, me dit-il, le voilà donc commencé, le siège ?» Je le regardais stupéfait. « Comment, colonel, vous savez ?» Sa petite fille se tourna vers moi. « Eh oui, docteur, c'est la grande nouvelle. Le siège de Berlin est commencé. » Elle disait tout cela en tirant son aiguille, d'un petit air si posé, si tranquille. Comment se sera-t-il douté de quelque chose? Le canon des forts, il ne pouvait pas l'entendre. Ce malheureux Paris, sinistre et bouleversé, il ne pouvait pas le voir. Ce qu'il apercevait de son lit, c'était un pan de l'Arc de Triomphe. Et dans sa chambre, autour de lui, tout un bric-à-brac du Premier Empire, bien fait pour entretenir ses illusions. Des portraits de maréchaux, des gravures de bataille, le roi de Rome en robe de baby, puis de grandes consoles toutes raides, ornées de cuivre atrophées, chargées de reliques impériales, des médailles, des bronzes, un rocher de Sainte-Hélène sous globe, des miniatures représentant la même dame frisottée en tenue de bal, en robe jaune avec des manches à gigots et des yeux clairs. Et tout cela, les consoles, le roi de Rome, les maréchaux, les dames jaunes, avec la daille montante, la ceinture haute, cette raideur engoncée qui était la grâce de 1806. Brave colonel, c'est cette atmosphère de victoire et de conquête, encore plus que tout, ce que nous pouvions lui dire, qu'il faisait croire si naïvement au siège de Berlin. À partir de ce jour, nos opérations militaires se trouvèrent bien simplifiées. Prendre Berlin, ce n'était plus qu'une affaire de patience. De temps en temps, quand le vieux s'ennuyait trop, on lui lisait une lettre de son fils. Lettre imaginaire, bien entendu, puisque rien n'arrêterait plus dans Paris, et que depuis Sedan, l'aide de camp de Marc Mahon avait été dirigée sur une forteresse d'Allemagne. Vous figurez-vous le désespoir de cette pauvre enfant, sans nouvelles de son père, le sachant prisonnier, privé de tout, malade peut-être, et obligé de le faire parler dans des lettres joyeuses un peu courtes, comme pouvait en écrire un soldat en campagne, allant toujours en avant dans le pays conquis. Quelquefois, la force lui manquait. On restait des semaines sans nouvelles, mais le vieux s'inquiétait de ne dormait plus. Alors vite arrivait une lettre d'Allemagne qu'elle venait lui lire gaiement près de son lit, en retenant ses larmes. Le colonel écoutait religieusement, souriait d'un air entendu, approuvait, critiquait, nous expliquait des passages un peu troubles, mais où il était beau surtout, c'était dans les réponses qu'il envoyait à son fils. « N'oublie jamais que tu es français, lui disait-il. Sois généreux pour ces pauvres gens, ne leur fais pas l'invasion trop lourde. » Et c'était des recommandations à n'en plus finir. D'adorables prêchis-prêchas sur le respect des propriétés, la politesse qu'on doit aux dames, un vrai code d'honneur militaire à l'usage des conquérants. Il y mêlait quelques considérations générales sur la politique, les conditions de la paix imposées aux vaincus. Là-dessus, je dois le dire, il n'était pas exigeant. L'indemnité de guerre et rien de plus.
À quoi bon leur prendre les provinces? Est-ce qu'on peut faire de la France avec de l'Allemagne? Il dictait cela d'une voix ferme, et l'on sentait tant de candeur dans ses paroles. Une si belle foi patriotique qu'il était impossible de ne pas être ému en écoutant. Pendant ce temps-là, le siège avançait toujours. Pas celui de Berlin, hélas. C'était le moment du grand froid, du bombardement, des épidémies, de la famine. Mais grâce à nos soins, à nos efforts, à l'infatigable tendresse qui se multipliait autour de lui, la sérénité du vieillard ne fut pas un instant troublée. Jusqu'au bout, je pus lui avoir du pain blanc, de la viande fraîche. Il n'y en avait que pour lui, par exemple. Et vous ne pouvez rien imaginer de plus touchant que ces déjeuners de grand-père, si innocemment égoïstes, le vieux sur son lit, frais et riant, la serviette au menton, près de sa petite fille, un peu pâlie par les privations, guidant ses mains, le faisant boire, l'aidant à manger toutes ces bonnes choses défendues. Alors, animé par le repas, dans le bien-être de sa chambre chaude, la bise d'hiver au dehors, cette neige qui tourbillonnait à nos fenêtres, le vieux cuirassier se rappelait ses campagnes dans le Nord et nous rappelait, pour la 100e fois, cette sinistre retraite de Russie où on n'avait rien à manger que du biscuit gelé et de la viande de cheval. Comprends-tu cela, petite? Nous mangeons du cheval. Je crois bien qu'elle le comprenait. Depuis des mois, elle ne mangeait pas autre chose. De jour en jour, cependant, à mesure que la convalescence approchait, notre tâche autour du malade devenait de plus en plus difficile. Cet engourdissement de tous ses sens, tous ses membres, qui nous avaient si bien servi jusqu'alors, commençait à se dissiper. 2 ou 3 fois déjà, les terribles bordées de la porte-maillot l'avaient fait bondir, l'oreille dressée comme un chien de chasse. On fut obligé d'inventer une dernière victoire de Bazaine sous Berlin et des salves tirées en cet honneur aux invalides. Un autre jour qu'on avait poussé son lit près de la fenêtre, c'était, je crois, le lundi de Buzenval. Il vit très bien des gardes nationaux qui se massaient sur l'avenue de la Grande Armée. « Qu'est-ce donc ces troupes-là » demanda le bonhomme. Et nous l'entendions grommeler entre ses dents. « Mauvaise tenue, mauvaise tenue !» Il n'en fut pas autre chose. Mais nous comprîmes que, dorénavant, il fallait prendre de grandes précautions. Malheureusement, on n'en prit pas assez. Un soir, comme j'arrivais, l'enfant vint à moi toute troublée. « C'est demain qu'ils entrent, me dit-elle. » La chambre du grand-père était-elle ouverte? Le fait est que, depuis, en y songeant, je me suis rappelé qu'il avait, ce soir-là, une physionomie extraordinaire. Il est probable qu'il nous avait entendus, seulement nous parlions des Prussiens, nous, et le bonhomme pensait aux Français, à cette entrée triomphale qu'il attendait depuis si longtemps. Marc Mahon descendant l'avenue dans les fleurs, dans les fanfares, son fils à côté du maréchal, et lui, le vieux sur son balcon en grande tenue, comme à Lutzen, saluant les drapeaux troués et les aigles noirs de poudre. Pauvre Père Jouve, il s'était sans doute imaginé qu'on voulait l'empêcher d'assister à ce défilé de nos troupes, pour lui éviter une trop grande émotion. Aussi se garda-t-il bien de n'en parler à personne. Mais le lendemain, à l'heure même où les bataillons prussiens s'engageaient timidement sur la voie qui mène de la porte-maillot aux Tuileries, la fenêtre de là-haut s'ouvrit doucement, et le colonel parut sur le balcon avec son casque, sa grande latte, toute sa vieille défroque glorieuse d'ancien cuirassier de Milhaud. Je me demande encore quel effort de volonté, quel sursaut de vie l'avait ainsi mis sur pied et harnaché. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il était là, debout derrière la rampe. C'est étonnant de trouver les avenues si larges, si muettes, les persiennes des maisons fermées, Paris sinistre, comme un grand lazaret, partout des drapeaux, mais si singuliers, tout blanc, avec des croix rouges, et personne parlait au-devant de nos soldats. Un moment, il put croire qu'il s'était trompé. Mais non, là-bas, derrière l'Arc de Triomphe, c'était un bruissement confus, une ligne noire qui avançait dans le jour levant, puis, peu à peu, les aiguilles des soldats brillèrent, petits tambours d'Iéna se mirent à battre, et sous l'arc de l'étoile, rythmé par le pas lourd des sections, par l'heure des sabres, éclata la marche triomphale de Schubert.
Alors, dans le silence morne de la place, on entendit un cri terrible. Aux armes! Aux armes! Les Prussiens! Et les 4 Uhlans de l'avant-garde purent voir là-haut, sur le balcon, un grand vieillard, chanceler en remuant les bras, tomber raide. Cette fois, le colonel Jouve était bien mort.